Salut à toi, pensée du jour numéro 212 en ce magnifique lundi matin, lundi 11 avril si je ne me trompe pas. Parler d'un sujet qui à mon avis est important, dont on parle trop souvent, mais pas de la bonne manière à mon avis. Le sujet du surentraînement. Et je pense c'est un terme qui est très communément utilisé, mais au final il y a une infime partie de la population athlétique qui comment dire ça, qui souffrent, on va dire, de véritables surentraînements et que la plupart des personnes qui parlent d'être surentraînées, eh ben, c'est pas exactement ce qui leur arrive. Euh, et à mon avis, il y a un autre terme qui serait approprié et qu'on devrait commencer à utiliser un petit peu plus souvent, qui n'est pas nécessairement un terme scientifique, mais je pense que distinguer le surentraînement du surmenage, ça peut être une distinction intéressante pour simplement mettre l'accent sur qu'est-ce qui provoque la surcharge au-delà de, on va dire, du seuil de tolérance de la personne, de manière générale. Euh, je vais, dans cette pensée du jour, simplifier un petit peu l'idée de surentraînement, même si je ne sais même pas si c'est une définition scientifique à proprement parler, mais la façon dont je le comprends, c'est qu'il y a il y a aussi on utilise le mot surentraînement, overtraining en anglais, alors que beaucoup de gens devraient parler plus de overreaching, quand on va chercher un peu trop loin. Mais je pense que la distinction qui est importante ici, donc là on ne parle pas du surmenage, on parle de la distinction, de la différence entre le overtraining et le overreaching. Overtraining, c'est déjà trop tard. Overtraining, tu vas avoir une dominante parasympathique négative, donc pas genre t'es reposé, mais genre ton corps il dit voilà, j'ai plus envie, c'est bon, c'est fini, parce que t'as trop fait. Et ça peut avoir des séquelles au niveau hormonal, au niveau physiologique, au niveau psychologique, qui sont assez drastiques et importantes. Donc très peu de personnes souffrent de véritables surentraînements, overtraining comme on dirait en anglais. Si on devait parler de ça, pour la plupart des gens qui sont dans cette situation, c'est certainement du overreaching. Donc, on va chercher un peu trop loin, mais la différence, encore une fois, c'est que le overreaching, tu peux en revenir. D'accord? Tu peux avoir une phase où tu vas chercher un peu plus loin que ce que tu pourrais normalement tolérer, mais tu t'arrêtes assez tôt en termes de décharge, en termes de taper, et ton corps, il s'adapte et tu peux récupérer avant ta compétition. Un bon exemple, c'est ce dont parle Nils van der Poel dans son manuel d'entraînement. Il parle de ce overreaching phase. Donc, c'est la semaine ou les 2 semaines qui sont avant qu'il fasse sa décharge, son taper, avant sa compétition. Et là, il va vraiment aller trop loin, mais volontairement, mais en sachant que avec la bonne récupération derrière pendant son taper, il va pouvoir récupérer et être prêt pour sa prochaine compétition. Donc c'est une mise, une mise sous tension excessive, volontaire, dans le but d'induire des adaptations suivant une période de récupération plus prononcée avant une grande compétition. C'est peut-être une manière de le définir ou de l'expliquer. Mais c'est volontaire. Cela étant dit, donc s'il y a des gens qui se trouvent dans cette situation, ils sont sûrement en overreaching et pas en overtraining. Donc le terme surentraînement est à mon avis surutilisé dans ce contexte-là où on parle vraiment d'une charge d'entraînement trop importante, mais le overtraining propre, à proprement dit, c'est vraiment quand tu es allé trop loin et quand tu as vraiment des séquelles au niveau nerveux, au niveau physiologique, au niveau métabolique, au niveau psychologique également, qui vont faire que, en gros, tu ne réponds plus à l'entraînement, tu es plus motivé pour plus grand chose d'ailleurs. Donc, c'est vraiment pas un état chouette et c'est vraiment pas un état qu'on retrouve souvent, mais quand on le retrouve, c'est assez grave quand même, dans le sens où voilà, ça peut laisser des séquelles et en tout cas, ça peut prendre beaucoup de temps pour en revenir. Donc, on le souhaite à personne et bien sûr, il ne faut pas atteindre ces niveaux-là. Si on sent qu'on est en overreaching, donc on est en train de faire plus que ce dont on pourrait récupérer, eh ben, il faut savoir quand s'arrêter pour pouvoir récupérer et pour pouvoir avoir des adaptations qui sont positives. Toujours cet équilibre entre la fatigue qu'on accumule
et le fitness qu'on développe et la façon dont ces deux paramètres, on va dire, euh, coexistent et interagissent. Phénomène qui est bien décrit dans le dernier bouquin de Philip Skiba, Scientific Training for Endurance Athletes, très très bon ouvrage pour ceux qui sont intéressés. Et il décrit justement cette interaction entre le fitness et la fatigue. Et il faut pouvoir manipuler ces deux paramètres pour, au moment du pic de forme, avoir un maximum de fitness avec un minimum de fatigue accumulée avant de commencer à perdre le fitness que tu as accumulé et gagné au cours de la saison préparatoire ou du bloc préparatoire. Donc ça, c'est le côté entraînement. La raison pour laquelle j'ai fait cette pensée du jour, c'est pour parler du surmenage, qui à mon avis est ce dont la plupart des gens souffrent vraiment. Alors, en dehors d'une population d'athlètes de haut niveau, d'accord. Et ça, et la distinction que j'aimerais faire entre ces deux choses-là, entre le overreaching slash overtraining et le surmenage, le overworked, on va dire en anglais, c'est simplement que le overtraining slash overreaching, là, on parle du côté de l'entraînement, d'accord? On parle du côté de l'entraînement et on part du principe, en tout cas au niveau théorique, on parle du principe que la personne a l'environnement et les paramètres de récupération nécessaires pour s'adapter à l'entraînement, pour tolérer la charge d'entraînement appliquée. Alors, ou pas, de manière temporaire dans le cadre d'un overreaching, ou pas dans un cadre chronique avec l'overtraining qui mènerait encore une fois à une déstabilisation hormonale, nerveuse, etc., sur une durée plus ou moins longue, avec des effets très très néfastes pour l'athlète. Mais la plupart des gens qui se disent ah ouais, je suis en surentraînement, mais qui ne sont pas des athlètes pros, qui ont une vie à côté, c'est certainement pas, je ne dis pas que ça peut jamais être le cas, mais c'est certainement pas à cause du fait qu'ils s'entraînent trop. C'est pas la charge d'entraînement qui est trop importante, c'est leur capacité de récupération qui est trop faible par rapport à cette charge d'entraînement. C'est-à-dire que si ils arrivaient à optimiser leur style de vie, leur nutrition, leur niveau de stress, leur qualité et quantité de sommeil, leur temps de récupération, leur équilibre, travail, vie personnelle, etc., eh ben, ils pourraient très certainement, ces personnes-là, qui, encore une fois, qui ne sont pas des athlètes professionnels, mais qui s'entraînent sérieusement, ils pourraient très certainement tolérer les charges d'entraînement auxquelles ils sont confrontés, auxquelles ils se confrontent. Mais ils ont simplement un déficit de récupération. D'accord. Parce que c'est clair que tu atteins un stade où tu fais tout ce que tu peux faire au niveau rythme de vie, qualité de sommeil, nutrition, récupération, psychologique, etc., etc. Mais t'en fais tellement que ça suffit pas. C'est possible, c'est possible. Mais encore une fois, ça va vraiment, à mon avis, se retrouver principalement chez les athlètes de très haut niveau qui ont déjà un contrôle extrêmement euh, bien établi sur tous ces paramètres de récupération, mais qui en font tellement que ça suffit pas. Euh, et donc, je pense que c'est important de remettre ça au centre de la discussion, de se dire non, je suis pas surentraîné, je suis en surmenage. C'est-à-dire que j'ai juste trop. Okay, je ne peux pas tolérer cette charge d'entraînement, je ne peux pas attendre les adaptations positives de ce que je fais, simplement parce que mon corps n'a pas l'opportunité, mon organisme n'a pas l'opportunité de bien récupérer entre ces séances. Parce que l'adaptation, elle se fait pendant le temps de repos, entre les entraînements. C'est pas pendant l'entraînement que tu gagnes en conditions physiques. C'est les adaptations qui émergent ou qui suivent ce stimuli, ce stress qu'on applique à l'organisme qui fait que tu t'adaptes. Ou pas d'ailleurs. Encore une fois, si tu n'es pas dans un environnement qui est propice à l'adaptation, si tu es en surmenage, si tu t'entraînes trop, ton corps il a déjà trop de stress. Et pour le corps, on sait que le stress, c'est le stress, peu importe d'où il vient. Ça peut être du stress psychologique, ça peut être du stress physique. D'ailleurs, si ça t'intéresse, va lire le bouquin qui s'appelle Why Zebras Don't Get Ulcers. Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcères ou ne font pas d'ulcères, je ne sais pas comment le traduire exactement. On a ce paramètre psychologique en tant que, ou psychique ou mental en tant qu'être humain, où là, ce qu'on a devant, là, c'est cool, c'est bien, c'est pratique, mais c'est à double tranchant. Parce qu'on passe notre temps à, pas tout le monde bien sûr, heureusement, mais
pour la plupart d'entre nous. On passe notre temps à s'inquiéter de choses dont on ne devrait pas s'inquiéter, qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas maîtriser. On passe notre temps devant des écrans, moi le premier, ce qui n'est pas nécessairement bien pour notre cerveau, notre développement, notre récupération, notre attention, euh, notre, euh, notre, faire de la place dans la tête aussi. C'est pour ça que les jours de congé sont importants, chose que j'ai apprise dernièrement. Euh, mais tout ça fait que je pense qu'on aurait meilleur temps de parler de surmenage que de surentraînement dans beaucoup de cas, parce que ça nous forcerait à nous focaliser sur notre style de vie, sur notre rythme de vie, sur notre hydratation au quotidien, sur notre nutrition au quotidien. On connaît l'importance de la nutrition si on parle d'adaptation, si on parle de changement de poids de corps, etc., etc. Si on parle de gestion du stress, si on parle de méthodes de récupération actives qui peuvent être appliquées plus ou moins, de manière plus ou moins concluante, conclusive, utile selon les personnes. Hein. On sait qu'il y a une grande part d'individualité dans ces modalités de récupération. Certaines choses qui résonnent avec certains, qui fonctionnent avec certains, mais pas avec d'autres. Si ça marche pour toi et que ça te fait du bien, en gros, c'est certainement une bonne idée. Et donc, voilà, il faut qu'on parle de surmenage un petit peu plus, plutôt que de parler que de surentraînement, parce que très peu d'entre nous sont surentraînés, mais très certainement la majorité d'entre nous sont, s'ils ne le sont pas directement, pourraient bénéficier d'un peu moins de surmenage et pourraient bénéficier d'une attention un petit peu plus importante sur notre rythme de vie, notre sommeil, notre hydratation, notre nutrition, notre gestion du stress, notre récupération, etc., etc., etc. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette pensée du jour. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires sous cette vidéo. Est-ce que tu penses que cette distinction surmenage, surentraînement, elle est intéressante, importante ou pas? J'attends ton avis là-dessus. Quoi qu'il arrive, si tu as apprécié cette vidéo, comme d'habitude, laisse-moi un petit like. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit, tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à tout bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.